Pourquoi Ibrahim Traoré est-il devenu l'ennemi public numéro 1, traqué sans relâche par une multitude de puissances, d'agences de renseignement et de réseaux d'influence à travers le monde? Comment un seul homme, autrefois simple officier, aujourd'hui porteur de l'espoir de millions d'Africains, a-t-il pu cristalliser autant de peur, de haine et de fascination, de Bamako à Paris, de Ouagadougou à Washington? La réponse n'est pas à chercher dans la tyrannie ou la brutalité, mais dans une défiance inébranlable envers ceux qui veulent maintenir l'Afrique sous leur coupe, dans ce refus viscéral de la soumission qui fait trembler les fondations du système néocolonial. Traoré n'est pas poursuivi pour des abus de pouvoir. Son crime, c'est d'avoir brisé la chaîne de la soumission, d'avoir refusé d'être le pion docile d'intérêts étrangers, de n'être ni le valet ni le figurant dans la pièce écrite ailleurs. Depuis son arrivée à la présidence du Burkina Faso, il affronte une coalition invisible. Tentatives d'assassinat répétées, coups d'État fomentés dans l'ombre, campagnes de désinformation massive orchestrées sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux, manœuvres économiques pour asphyxier le pays. À l'image d'un Patrice Lumumba trahi jadis, Traoré s'est retrouvé au cœur d'une guerre totale où chaque nouvelle journée est une victoire sur l'invisible. Mais sous cette pression permanente, Traoré tient bon. Il défie ouvertement les puissances occidentales et les élites locales prêtes à sacrifier leur pays pour un peu d'influence ou de richesse. Il ne cède rien, sachant que chaque concession, même minime, serait une victoire pour ceux qui veulent empêcher l'Afrique de choisir son propre destin. Sa posture dérange, car elle menace tout un système bâti sur la dépendance, le pillage organisé et le contrôle politique. En refusant de plier, il expose les fragilités et les hypocrisies d'un ordre ancien qui vacille. Ce qui rend la situation explosive, c'est que Traoré n'incarne plus seulement le Burkina Faso. Il est devenu le symbole vivant d'une révolution continentale, la voix de tous ceux qui rêvent d'une Afrique enfin souveraine. Son influence franchit les frontières, galvanisant une nouvelle génération décidée à rejeter l'ordre néocolonial et à réclamer sa dignité. On le compare parfois à Thomas Sankara, Kwame Nkrumah ou Amilcar Cabral, ces figures dont l'audace a changé le cours de l'histoire malgré des destins brisés. Si la vérité sur le combat de Traoré devait être noyée sous les mensonges et la manipulation, ce n'est pas qu'un homme qui tomberait. Ce serait la chance historique d'un continent entier de s'émanciper qui s'effondrerait sous le poids de la résignation. L'avenir de l'Afrique, son réveil, se joue dans cette lutte silencieuse, loin des projecteurs, mais au centre du pouvoir. C'est le destin de générations à venir qui s'écrit dans l'ombre, entre la peur et l'espoir. Voici comment tout a commencé. Pour comprendre la montée de Traoré, il faut revenir aux origines du tumulte qui a secoué le Burkina Faso et, au-delà, toute l'Afrique de l'Ouest. Tout commence bien avant son ascension fulgurante, dans un contexte marqué par l'instabilité chronique, les interventions étrangères et les crises politiques à répétition. L'histoire récente du Sahel est jalonnée de coups d'État, de révoltes populaires et de manipulations extérieures, dessinant un paysage où chaque avancée vers l'autonomie suscite une réaction brutale. Au cœur du Sahel, un pays longtemps secoué par l'instabilité et les jeux d'influence extérieure tente de reprendre son souffle. Le Burkina Faso, souvent relégué à la marge des discussions mondiales, devient soudain le point de rencontre des ambitions rivales des puissances étrangères. Ces terres riches en ressources minières, or, zinc, manganèse, et son emplacement stratégique en font un enjeu brûlant dans la course à l'influence sur le continent africain. Comme le Congo de Lumumba ou l'Algérie des années 60, le Burkina Faso devient le théâtre d'une lutte féroce où chaque protagoniste avance ses pions dans l'ombre. Dans cette arène troublée, un nom s'impose, Ibrahim Traoré. Ancien officier formé dans les académies militaires africaines, il émerge comme leader au moment où le pays vacille, après une série de crises et de coups d'État successifs qui ont ébranlé la confiance du peuple. Son arrivée au pouvoir n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'un peuple lassé par l'hypocrisie de ses élites et la soumission de ses dirigeants aux intérêts venus d'ailleurs. Il incarne une rupture, un espoir de renaissance. En moins de 2 années, Traoré a résisté à plus de 15 tentatives d'assassinat et à une multitude de complots. Jamais,
Dans l'histoire récente du continent, un chef d'État n'a affronté un tel niveau de danger en si peu de temps. Chaque attaque manquée, chaque trahison déjouée, nourrit la tension et place son nom au centre de toutes les conversations. La tentative de coup d'État d'avril 2025, menée par des officiers soutenus par des réseaux étrangers, a failli réussir. Ce fut un choc comparable à la tentative de putsch contre Jerry Rawlings au Ghana ou à l'assassinat de Sankara, ravivant la peur d'un retour à la spirale des violences. Sa détermination à s'opposer aux ingérences et à la domination occidentale lui attire des ennemis partout. Les vieilles élites du pays le perçoivent comme une menace à leur pouvoir et à leurs privilèges. Dans certaines capitales africaines, ces prises de position dérangent l'ordre établi, rappelant le destin de leaders comme Modibo Keïta au Mali. Quant aux puissances occidentales, elles ne supportent pas de voir un leader contester leur mainmise historique, ni de voir l'influence de la France, des États-Unis ou même de certaines puissances financières vaciller face à une volonté nationale inébranlable. Mais ignorer ce contexte, c'est manquer l'essentiel. Ici, la vraie bataille ne se limite pas à la politique. Il s'agit du destin même de la souveraineté africaine. Se méprendre sur la profondeur des enjeux, c'est risquer d'avaler un récit tronqué et de passer à côté du véritable péril qui plane sur le Burkina Faso. C'est le piège tendu à chaque peuple qui tente de sortir de la dépendance, être réduit à de simples marionnettes dans une pièce qui se joue ailleurs. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, il faut revenir sur les premières heures du mandat de Traoré. C'est là que s'est joué le premier acte d'une lutte sans merci, où chaque geste, chaque mot, chaque décision pouvait sceller le sort du pays. Dans ces instants cruciaux, la confiance est devenue une denrée rare, la trahison, une menace constante. Nul n'est à l'abri du soupçon. Autour du président Traoré, la confiance s'est érodée, la loyauté est devenue une question de survie. L'histoire regorge d'exemples où des leaders visionnaires ont été trahis de l'intérieur. Patrice Lumumba livré à ses bourreaux par des membres de son entourage, Thomas Sankara abattu lors d'un conseil des ministres, ou encore Gamal Abdel Nasser, dont les alliés ont parfois retourné leur veste sous la pression extérieure. Dans ce climat d'infiltration et de trahison, Traoré impose la doctrine lockdown, une refonte radicale de la sécurité présidentielle où la fidélité est le seul sésame, même pour les plus anciens alliés. Cette doctrine s'inspire des leçons du passé, où la moindre faille a souvent été fatale. La garde présidentielle, jadis forgée sur des traditions militaires héritées de l'époque coloniale, est dissoute puis reconstruite à neuf. Chaque soldat, chaque officier, doit passer par des filtres draconiens. Enquête sur les origines, les convictions, les réseaux, la loyauté familiale. Seule une loyauté prouvée, presque totale, ouvre les portes de la nouvelle garde. C'est un processus similaire à celui initié par Fidel Castro à Cuba après l'échec du débarquement de la baie des Cochons, où la méfiance est devenue la règle. La surveillance devient constante. Conversations interceptées, comportements observés, moindres anomalies traquées. Le moindre soupçon suffit à exclure sans appel. On recourt à des technologies de pointe, inspirées des systèmes israéliens ou russes, pour cartographier les relations, déceler les signaux faibles, anticiper les complots. Des cellules d'analyse comportementale passent au crible les communications et les déplacements de chaque membre du cercle rapproché. Mais Traoré ne se contente pas de renforcer l'État. Il mobilise la population, créant les volontaires pour la défense de la patrie, une milice citoyenne, née pour protéger les villages contre les incursions terroristes, transformée en rempart populaire contre toute menace interne. L'armée ne suffit plus, c'est le peuple tout entier qui devient sentinelle. Ce modèle rappelle celui des comités de défense populaire instaurés par Sankara ou des cellules de vigilance de la révolution algérienne. Un système biométrique inédit s'impose. Chaque acteur clé, chaque membre des VDP, chaque recrue est enregistré et suivi en temps réel. Objectif affiché, débusquer et isoler les menaces avant qu'elles ne frappent, anticiper les infiltrations, croiser les données pour détecter les comportements suspects. Ce système, inspiré à la fois de pratiques sud-africaines et asiatiques, vise à ériger une barrière quasi infranchissable pour les espions et les comploteurs. Malgré ces murailles, les attaques se succèdent. Plusieurs tentatives de coup d'État échouent,
révélant taupes et agents doubles jusque dans les plus hautes sphères. Derrière chaque échec, la main de puissances étrangères apparaît, prête à écraser la révolution burkinabé, exposant la vulnérabilité d'institutions assiégées. Des rapports confidentiels évoquent des financements occultes venus de l'extérieur, des livraisons d'armes, l'utilisation de mercenaires et de réseaux de renseignement pour infiltrer l'appareil d'État. La guerre se déplace. L'arme absolue, désormais, c'est la désinformation. Médias, réseaux sociaux, campagnes en ligne, chaque rumeur vise à délégitimer Traoré, à fissurer la confiance populaire, à préparer la prochaine attaque. On assiste à la prolifération de fausses vidéos, de tweets anonymes, d'articles fabriqués par des think tanks basés à l'étranger, tout comme on l'a vu contre Hugo Chavez ou Evo Morales en Amérique latine. L'objectif ? Retourner l'opinion, créer la confusion, préparer le terrain à une intervention ou un renversement. Un faux pas, une faille, la moindre trahison, et c'est tout l'espoir d'une Afrique souveraine qui pourrait s'effondrer. Traoré le sait. Il serre les rangs, quitte à sacrifier la transparence, quitte à gouverner sous la menace. Il impose des couvre-feux ciblés, restreint les déplacements de certains responsables, limite l'accès aux données sensibles, même pour ses plus proches conseillers. Les réunions stratégiques se tiennent désormais dans des lieux tenus secrets, avec des moyens de brouillage électronique pour empêcher toute interception. Mais derrière cette forteresse, une question subsiste. Jusqu'où la peur peut-elle cimenter l'unité sans tout briser ? L'étau se resserre, mais la prochaine fissure pourrait tout emporter. L'histoire montre que la répression excessive peut finir par fracturer le socle même de la mobilisation populaire. Comment maintenir le cap sans basculer dans la paranoïa destructrice ? Quand la survie du pays exige des choix radicaux, chaque décision du président Traoré devient une question de vie ou de mort pour le Burkina Faso. Face à la multiplication des coups d'État, des tentatives d'assassinat et des infiltrations, Traoré opte pour la contre-offensive absolue. Surveillance renforcée, réactivation du contre-espionnage, contrôle strict à tous les niveaux du pouvoir. Des unités spéciales sont créées pour infiltrer à leur tour les réseaux adverses, identifier les relais d'influence, neutraliser les menaces avant qu'elles n'éclosent. Désormais, la loyauté devient l'unique critère d'ascension. Les proches du président, même ceux issus de sa propre famille, sont placés sous observation, les communications filtrées et la moindre faille peut coûter cher. Fini le temps des promotions à l'ancienneté. Seule la fidélité garantit la confiance, car la trahison se glisse souvent dans l'ombre des compagnons d'hier. Ce principe, déjà appliqué par les Mao Zedong ou les Che Guevara de l'histoire, vise à éviter la reproduction des erreurs fatales du passé. Cette rigueur s'étend à toute la nation. Le VDP, Force de volontaires pour la défense de la patrie, se transforme en bras armés de la vigilance populaire. Renseignements citoyens et défense communautaire s'entremêlent, imposant à chaque responsable, du plus haut ministre au plus humble chef de village, de prouver sans relâche son attachement au projet souverain de Traoré. Les écoles organisent des séances d'éducation civique sur la vigilance, les quartiers mettent en place des rondes nocturnes, les radios communautaires diffusent des messages d'alerte. Pour ces partisans, ces mesures sont vitales. Le souvenir sanglant de Thomas Sankara, trahi puis assassiné par un proche, hante les esprits. Après tant de coups bas, baisser la garde serait suicidaire. Selon eux, sans une discipline implacable, la révolution n'a aucune chance face aux ennemis tapis partout. Les exemples ne manquent pas. Lumumba, Cabral ou encore Sylvanus Olympio, tous victimes de la trahison et de l'absence de vigilance. La leçon est claire. La confiance aveugle conduit à la perte. Mais ses adversaires y voient une dérive autoritaire. Ils dénoncent un climat de peur, la restriction des libertés, la tentation de gouverner par la force. Pour eux, Traoré risque de devenir ce qu'il prétend combattre, un homme assiégé, obsédé par la sécurité au détriment des idéaux révolutionnaires. Ils évoquent le sort d'autres révolutions, où la répression a fini par étouffer l'élan populaire, comme en Éthiopie sous Mengistu ou en Guinée sous Sékou Touré. Le débat fracture le pays. Faut-il sacrifier la liberté pour sauver l'indépendance ? Ou bien ce prix est-il trop lourd, risquant d'étouffer la révolution sous l'étau de la surveillance ? Beaucoup hésitent,
pris dans un dilemme cruel, basculer vers l'autoritarisme, ou voir l'idéal s'effondrer sous les attaques de l'ennemi. Les radios, les places publiques, les réseaux sociaux vibrent de cette tension, chacun cherchant la voie la moins risquée pour l'avenir. La lutte dépasse les frontières. Des campagnes médiatiques étrangères, orchestrées depuis Washington, Paris et certains voisins africains, visent à discréditer Traoré. Articles biaisés, images truquées, rumeurs ethniques. Tout est bon pour éroder la confiance du peuple et isoler le président. L'objectif ? Diviser le Burkina Faso, rendre tout espoir d'alternative impossible. Ce schéma a déjà été vu en Libye, en Côte d'Ivoire, au Venezuela, avec des conséquences dramatiques. Dans ce climat de guerre totale, chaque choix pèse le double. Traoré marche sur une ligne de crête, un faux pas, et c'est la répression. Un relâchement, et la révolution s'écroule. Ce risque immense pèse sur tous. C'est l'avenir du Burkina Faso, et peut-être de l'Afrique entière, qui se joue dans cette tension extrême. L'expérience de la révolution burkinabé devient un laboratoire pour toute l'Afrique. Au cœur de cette tempête, Traoré doit choisir entre resserrer encore l'étau ou risquer l'effondrement. Mais une nouvelle menace, inattendue, s'apprête à frapper de plein fouet. Les ennemis du changement n'abandonnent jamais la partie. Chaque victoire appelle une riposte. L'histoire nous enseigne que la vigilance doit être constante, car l'adversaire peut surgir là où on l'attend le moins. Derrière le tumulte, une question brûle pour chaque Africain. Qui tient la plume de notre histoire ? Prenez le cas de Traoré. Aujourd'hui, son nom déclenche la controverse, car la vérité sur son parcours s'efface sous une pluie d'accusations fabriquées. Corruption, répression ethnique, détournement de fonds, abus de pouvoir. Les médias internationaux et certaines élites locales martèlent ces récits sans relâche, créant un brouillard où il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Mais il faut se demander, à qui profite vraiment cette caricature ? Qui tire les ficelles derrière le rideau ? Oui, la gouvernance de Traoré n'est pas irréprochable. Aucun leader ne l'est. Mais malgré ses défauts, il reste l'un des très rares à défendre, sans compromis, la souveraineté de son pays face à des puissances qui n'ont jamais accepté de perdre l'Afrique. Cette résistance lui a coûté cher. Harcèlement diplomatique, tentatives d'assassinat, trahisons internes, sanctions économiques, campagnes de dénigrement orchestrées depuis l'étranger. Combien de dirigeants, aujourd'hui, osent aller aussi loin, quitte à tout perdre ? Ce scénario n'est pas inédit. Chaque fois qu'un visionnaire africain se lève, la machine de la diabolisation se met en marche. L'exemple de Sankara plane comme une ombre tragique sur la région. Son assassinat, orchestré par des mains étrangères et des alliés locaux, a brisé net l'élan d'une révolution populaire. À chaque fois qu'une voix authentique s'élève, l'appareil de désinformation brouille la frontière entre vérité et mensonge. Ce fut le cas pour Nkrumah au Ghana, pour Lumumba au Congo, pour Cabral en Guinée-Bissau. Ce mécanisme est redoutable. Tant que nous, Africains du continent et de la diaspora, restons spectateurs, nous laissons d'autres écrire notre histoire à notre place. Les campagnes de dénigrement contre Traoré ne sont qu'un nouvel acte d'une vieille pièce. Isoler, affaiblir, puis éliminer toute voie d'indépendance. Si nous ne déconstruisons pas activement ces récits, l'histoire se répétera inlassablement. Les générations futures liront dans les manuels scolaires des histoires écrites par les vainqueurs, non par les peuples. Il y a urgence à soutenir, sans naïveté mais sans lâcheté, ceux qui portent un véritable espoir pour l'Afrique. Il ne s'agit pas d'idolâtrer Traoré, ni d'ignorer ses erreurs, mais de discerner les enjeux profonds derrière le tumulte médiatique. Souveraineté, dignité, liberté. Ces mots ne sont jamais des dons. Ils se conquièrent, se défendent, se protègent par la mobilisation collective. Ce fut le cas lors des indépendances, lors des grandes grèves, lors des luttes contre l'apartheid. Chacun de nous porte une part de responsabilité. Analyser, transmettre, s'informer, soutenir l'éveil populaire. Silence ou indifférence, c'est laisser le champ libre à ceux qui profitent des divisions africaines. Refusons de regarder, passifs, les tragédies du passé se rejouer sous nos yeux, alors que la guerre médiatique et politique vise nos leaders authentiques. Un exemple concret,
s'engager dans des collectifs de veille citoyenne, relayer les informations vérifiées, débattre publiquement, soutenir les médias indépendants. C'est la leçon du parcours de Traoré. Vigilance citoyenne, union autour des principes non négociables et défense active de la souveraineté. Sans cette mobilisation, l'Afrique restera prisonnière des récits écrits par d'autres. C'est en agissant collectivement, en refusant la résignation, que l'on bâtit les fondations d'une réelle indépendance. Mais la bataille qui se joue ne se limite pas à un seul homme. Elle engage le destin de tout un continent, à un tournant décisif de son histoire. L'Afrique, aujourd'hui, est à la croisée des chemins, céder une fois de plus à la pression extérieure ou affirmer sa voix, quelles qu'en soient les conséquences. Ce choix, d'autres continents l'ont fait avant nous, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est. L'avenir de l'Afrique ne se décide pas dans des capitales lointaines, mais dans notre volonté de défendre ce qui nous appartient. Cela commence par l'éducation à la citoyenneté, la valorisation de notre histoire, la protection de nos ressources, le soutien à nos institutions. Des actions concrètes, organiser des campagnes d'information, soutenir le développement des médias panafricains, encourager la formation à l'esprit critique dans les écoles et les universités. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un chef d'État. Il est le reflet d'une génération qui refuse que son destin soit dicté par d'autres. S'il cristallise autant de colère, ce n'est pas par brutalité, mais parce qu'il ose placer la dignité et la souveraineté au-dessus des compromis imposés. Comme Sankara, il rappelle que la vraie liberté coûte cher, mais que l'esclavage coûte encore plus. Chaque tentative d'assassinat, chaque coup d'État, chaque campagne de désinformation ne sont pas des hasards du chaos. Elles prouvent qu'à chaque pas vers une indépendance réelle, l'ordre établi vacille. L'Afrique n'est plus un pion, mais un joueur qui réclame sa place sur l'échiquier du monde. C'est le début d'une ère nouvelle, où la voix africaine compte et où les décisions sont prises pour et par les Africains. La vraie bataille ne se joue ni dans les rues, ni dans les couloirs des services secrets. Elle se déroule dans nos consciences. Accepter la manipulation, c'est renoncer à notre pouvoir d'agir. Défendre la vérité, c'est refuser la caricature, même quand elle arrange ceux qui craignent notre réveil. C'est choisir de s'informer, de vérifier les sources, de débattre, de s'engager. Perdre Traoré aujourd'hui, c'est peut-être attendre 30 années avant qu'une telle flamme ne ravive l'espérance d'une Afrique debout. Ce n'est pas une question d'homme providentiel, mais d'élan historique. La fenêtre ne s'ouvre qu'une fois pour une génération. En 1958, la Guinée de Sékou Touré avait montré la voie. En 1957, le Ghana de Nkrumah avait osé franchir le pas. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. La souveraineté n'est pas un slogan. C'est un chemin dur, semé d'obstacles, de sacrifices, de choix douloureux. La pression pour céder sera immense, la tentation de renoncer constante. Mais chaque peuple libre a d'abord défendu la vérité contre le mensonge, la dignité contre la peur. La libération ne vient jamais de l'extérieur, elle s'arrache, elle se conquiert, elle s'entretient. À chacun de choisir, rester spectateur ou devenir acteur de cette histoire. Ne laissons pas d'autres décider pour nous ce que valent nos propres leaders. Osons affronter la réalité, même si elle dérange, et tirer nos propres conclusions. C'est en agissant, en s'informant, en s'unissant, que nous pourrons changer le cours des choses. L'histoire retiendra ceux qui n'ont pas fléchi. Que cette période marque le début d'une prise de conscience collective, et non la fin d'un rêve. Car personne n'écrira notre avenir à notre place. Il commence le jour où nous choisissons que plus jamais, personne ne parlera pour nous sans nous. Prenons exemple sur les peuples qui ont su se réapproprier leur histoire, leur culture, leur destin. Alors, posez-vous la question. Que sommes-nous prêts à faire, ensemble, pour que l'Afrique cesse d'être un espoir déçu et devienne enfin la force qui trace elle-même sa route? Car il n'y a pas de fatalité. Ce qui s'est joué et se joue encore au Burkina Faso peut inspirer tout un continent. Dans les écoles, dans les familles, dans les rues, sur les réseaux sociaux, chacun peut être un acteur du changement. Par l'éducation, la vigilance, la solidarité, la résistance pacifique autant que la mobilisation active, l'Afrique peut écrire une nouvelle page.
Une page où, enfin, la plume revient à ceux qui vivent l'histoire, et non à ceux qui la racontent de loin.